Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des documents assez fascinants, je trouve, sur l'entreprise. Oui, bonjour. Plutôt qu'une simple structure hiérarchique ou économique, ces textes nous la présentent comme un véritable écosystème, Hmm, un lieu vivant où les relations humaines sont vraiment au cœur de tout. c'est ça. Notre mission, si on peut dire, essayer de comprendre comment les valeurs, la reconnaissance de l'autre, une vision commune, comment tout ça peut tisser un collectif fort Oui. et mener à une performance réellement durable. Alors, comment l'individu lui trouve sa place là-dedans? C'est une excellente question. Et c'est vrai que l'idée maîtresse qui ressort, c'est vraiment ça. L'entreprise comme espace de vie du collectif. Espace de vie? Oui. C'est plus qu'une machine à produire. C'est une écologie, en fait. Une écologie complexe. D'accord. Et ce que les textes martèlent, c'est que la qualité de ces interactions humaines, elle détermine tout. Tout. C'est-à-dire? Le bien-être des gens, bien sûr, mais aussi la capacité même de l'entreprise à être viable, vivable et équitable sur le long terme. Viable, vivable, équitable. On y reviendra sur ces termes. Exactement. C'est ce triptyque qui est clé. Ce qui me frappe aussi, c'est cette notion du collectif. Il devient l'individu auteur et acteur. Mhm. C'est plus juste une somme d'employés. C'est comme une entité vivante, portée par des valeurs communes. C'est tout à fait ça. Une entité qui agit, qui crée du sens, et oui, c'est une rupture assez nette avec la vision, disons, plus... Oui, où l'individu est un peu un rouage, quoi. exactement. Interchangeable, parfois. Là, non. Et au cœur de cette vitalité collective, les sources placent un principe fondamental, presque un axiome. Ah oui, lequel? Chaque individu doit se respecter en reconnaissant en l'autre son existence comme complément indispensable pour vivre ses valeurs. Complément indispensable? C'est fort comme terme. Très fort. Et le mot-clé, c'est vraiment complément. Pas juste quelqu'un à tolérer poliment, hein. Non, c'est plus que ça. C'est une prise de conscience active. J'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de sa différence, de sa perspective, pour moi-même accomplir mes objectifs, pour vivre mes valeurs, ici, dans ce groupe. C'est ce que les textes appellent l'attention respectueuse. C'est ça. L'attention respectueuse. Bon, ça sonne bien, attention respectueuse. Mais concrètement, au quotidien, dans une boîte, ça veut dire quoi? Accepter le débat tout le temps, Hmm. le désaccord? Oui, en partie. Ça veut dire accepter que la complexité, c'est la norme. Hmm, L'incertitude aussi. Les sources parlent d'un balancement permanent entre certitude et incertitude, compréhension et incompréhension. d'accord. Comprendre l'autre, c'est jamais totalement acquis. Et cette attention respectueuse, c'est la volonté active d'aller chercher la perspective de l'autre. Même quand elle dérange. Surtout, j'ai envie de dire, quand elle dérange. Parce qu'on part du principe qu'elle contient une part de vérité, une part nécessaire au tout. C'est reconnaître la richesse qui vient de la diversité des points de vue, en fait. Et comment on cultive ça? Parce que, bon, spontanément, c'est pas toujours facile, surtout quand il y a la pression, les délais, Alors là, les textes sont très clairs. Ça passe par le dialogue. le dialogue. Encore et toujours. La discussion, la communication ouverte, constante. C'est pas juste une option, c'est décrit comme une nécessité permanente. Une nécessité pour quoi faire exactement? Pour sonder cette complexité humaine, pour dénouer les non-dits, pour trouver les valeurs qui sont vraiment communes, derrière des positions affichées. D'accord. Et c'est ce dialogue qui permet d'activer ce qu'ils appellent l'intelligence collective. Ah, l'intelligence collective. Justement, les sources en distinguent deux types, si je me souviens bien, une facette émotionnelle et une autre plus cognitive. Oui, tout à fait. Et c'est une distinction intéressante. D'un côté, l'intelligence émotionnelle, l'écoute, l'empathie, l'intuition, Sentir l'ambiance, les signaux faibles. voilà, percevoir mes tensions, etc. Et de l'autre côté, l'intelligence cognitive. Là, c'est le discernement, l'analyse, la créativité pour trouver des solutions nouvelles. Transformer le flou en quelque chose de clair. C'est ça. Et l'idée, c'est que ces deux formes d'intelligence, elles doivent travailler ensemble pour que le collectif puisse vraiment co-construire. Co-construire. Ça demande des compétences spécifiques, j'imagine, au-delà de la bonne volonté. Les textes détaillent un peu ça, non? Oui, oui. Ils insistent sur toute une palette de ce qu'on appelle les soft skills. Les compétences comportementales. Exactement. La connaissance de soi d'abord. C'est la base. Difficile de comprendre les autres si on ne se comprend pas un minimum soi-même. Logique. Ensuite, la communication non violente. Savoir exprimer ses besoins, ses désaccords, mais sans créer de rupture, sans agresser. Pas évident. Non. Il y a aussi cette idée très forte de transformer le conflit. Transformer le conflit, c'est-à-dire? Ne pas chercher un gagnant et un perdant.
mais plutôt une troisième voie, une solution qui intègre les besoins des deux parties, une solution complémentaire, pour reprendre le terme. Intéressant. La gestion du stress aussi est mentionnée, mais vue comme une affaire collective, basée sur la solidarité. Ah, pas juste des techniques individuelles de relaxation. Non. L'idée, c'est que le collectif peut aider à amortir le stress. Et enfin, un point important, le leadership partagé. Le leadership partagé. Ça veut dire que le rôle de leader, il circule. En fonction des situations, des compétences, finit le chef qui sait tout. C'est un peu l'idée, oui. Le leadership devient une fonction, pas un statut figé. Chacun peut être auteur de leadership quand la situation l'exige et que le groupe lui reconnaît une compétence particulière sur ce sujet précis. D'accord. Et à côté de ces soft skills, il y a aussi des hard skills. Oui. Une en particulier qui est centrale, la capacité de discernement, c'est-à-dire la capacité à prendre des décisions éclairées. Et comment on prend ces décisions éclairées? Les sources parlent d'une distinction entre différents types de critères. Oui, c'est un point absolument crucial. Elle parle de trouver un juste équilibre entre les critères naturels et les critères normatifs. Naturel et normatif. C'est quoi la différence? Alors, les critères normatifs, c'est ce qui est le plus souvent mis en avant, les règles établies, les process, les chiffres, les objectifs quantitatifs, le mesurable, le visible, D'accord, le classique. voilà. Les critères naturels, eux, sont liés à la vie, au bien-être, à l'épanouissement, à la santé de l'écosystème. L'écosystème humain, mais aussi environnemental. Ah oui. Discerner, selon ces textes, c'est savoir évaluer une situation en intégrant consciemment ces critères naturels, pas seulement les normes. Par exemple. Par exemple, est-ce que cette décision va générer un stress intenable pour les équipes? Est-ce qu'elle est juste pour tout le monde? Est-ce qu'elle préserve les ressources pour l'avenir? Ce genre de questions. Donc, on pourrait imaginer refuser un projet très rentable sur le papier, critère normatif, si il met en péril le bien-être des équipes ou l'équilibre du collectif, critère naturel. Exactement. C'est assez radical comme approche, non, par rapport à ce qu'on voit souvent? Salé. Ça demande de remettre en question la primauté habituelle des critères purement économiques ou procéduraux. Et pour structurer cette approche, justement, les sources proposent un cadre. Un cadre basé sur 3 piliers interdépendants. Ah, les fameux VVE, C'est ça. c'est ça. Viabilité, vivabilité, équitabilité, le triptyque VVE. VVE, viabilité, vivabilité, équitabilité. Est-ce que vous pouvez nous les définir rapidement et surtout nous expliquer pourquoi ils sont indissociables? Alors, très simplement, la viabilité, c'est le lien entre l'écologie, l'entreprise comme milieu vivant, et l'économie. En gros, est-ce que le modèle économique tient la route sur la durée sans épuiser les ressources humaines, naturelles, financières? D'accord. Viabilité égale écologie plus économie. C'est ça. Ensuite, la vivabilité. C'est le lien entre l'écologie et le social, le collectif humain. Est-ce que l'environnement de travail est sain, Stimulant. respectueux? Est-ce qu'on peut y bien vivre, tout simplement? Vivabilité égale écologie plus sociale. OK. Et enfin, l'équitabilité. Là, on est sur le lien entre le social et l'économie. Est-ce que la répartition des richesses, des opportunités, de la charge de travail est perçue comme juste en interne, mais aussi avec les partenaires extérieurs, comme les clients? Équitabilité égale social plus économie. Compris. Et le point clé, c'est qu'ils sont indissociables. On a souvent tendance à les opposer pourtant. L'économique contre le social, par exemple? Exactement. Et c'est là que les textes sont forts. Ils soulignent qu'on ne peut pas sacrifier durablement un pilier sans que les autres finissent par s'effondrer. Ah oui, Négliger la vivabilité, par exemple, laisser s'installer le burn-out, le désengagement, ça finit toujours par saper la viabilité économique. Tôt ou tard, logique. une équitabilité défaillante, un sentiment d'injustice fort, ça mine la cohésion sociale. Et donc la vivabilité et au final la performance. Et une viabilité basée sur l'exploitation à court terme? Elle détruit son propre écosystème, humain ou naturel. C'est un système interdépendant. Vraiment. Le management durable, du coup, c'est piloter en gardant constamment ces 3 équilibres en tête. Et la performance durable, ce serait donc d'atteindre ces 3 objectifs en même temps. Pas juste le profit, pas juste le bien-être au travail, pas juste l'impact social positif, mais les 3 ensemble. Parce qu'ils se nourrissent les uns les autres. C'est exactement ça. Une vision très holistique, comme vous dites. Et chaque performance spécifique, sociale, économique, écologique, est elle-même vue comme unissant 2 de ces piliers. Par exemple, la performance sociale, elle unit vivabilité et équitabilité. D'accord, c'est une grille de lecture assez puissante en fait.
Oui, pour évaluer l'impact réel d'une décision, d'une stratégie. Parlons d'un aspect plus managérial concret. L'autonomie. Les sources proposent une équation simple. Compétence plus volonté égale autonomie. Bon, ça semble logique, Mhm. mais elles ajoutent une condition. Une condition sine qua non pour que le manager puisse effectivement déléguer et faire confiance. Laquelle? Oui, et c'est un point qui ramène à l'individu manager lui-même. C'est la confiance en soi. La confiance en soi du manager, pas de l'employé. Du manager, oui. Les textes insistent là-dessus. Un manager qui manque de confiance en lui aura énormément de mal à faire confiance aux autres, À déléguer vraiment. à accepter de ne pas tout contrôler. Ah oui, je vois. Il risque de brider l'autonomie qu'il prétend encourager. La confiance dans l'équipe, elle commence par la confiance du manager en ses propres capacités, en sa propre légitimité. C'est assez contre-intuitif. On pense souvent que la confiance dépend du contrôle qu'on a ou des compétences de l'autre. Mais là, le miroir est tourné vers le manager. Tout à fait. On imagine bien les effets. Négatifs d'un manager qui, par manque d'assurance, va micromanager, douter systématiquement. Exactement. Ça paralyse l'initiative, l'engagement. Ça montre aussi l'importance du développement personnel, y compris pour les managers. C'est un levier de performance collective durable. La confiance, c'est pas juste une technique, c'est le reflet d'une posture intérieure. Un exemple concret donné dans les documents illustre bien cette philosophie. C'est la manière de fixer les objectifs. Fini les objectifs irréalistes imposés d'en haut, c'est ça l'idée? Oui, l'exemple est très parlant. Au lieu d'objectifs souvent surévalués, qui génèrent stress et découragement, Qu'on sait d'avance qu'on n'atteindra pas? voilà, on propose un processus collaboratif. Les collaborateurs, qui sont les experts du faire, proposent des objectifs basés sur leur réalité, sur le terrain. D'accord. Le manager, lui, est l'expert du faire-faire. Son rôle, c'est de challenger ses propositions, de vérifier que c'est aligné avec la stratégie globale, mais surtout, de s'assurer avec l'équipe que l'objectif final est atteignable. Atteignable. Et ce n'est pas tout. Cet objectif atteignable, il doit impérativement respecter les 3 critères VVE dont on parlait. Viabilité, vivabilité, équitabilité. Exactement. Donc, on ne se contente pas de rendre l'objectif réaliste au sens strict, on vérifie aussi qu'il est soutenable humainement, juste socialement et pertinent économiquement pour l'écosystème global. C'est ça? Ça change complètement la conversation autour des objectifs. On passe d'une logique de pression pure à une logique de contribution responsable. Précisément. C'est ce que les sources appellent l'efficacité durable. Le but n'est plus seulement d'atteindre la cible, mais de l'atteindre d'une manière qui renforce le système au lieu de l'affaiblir. Et ça nourrit une performance qui est à la fois individuelle, interdépendante, le travail de chacun impacte les autres, et collective, Tout à fait. le résultat global. Alors, si on a tout ça, les bonnes personnes, les bonnes compétences, des processus comme celui-là, une vision partagée, qu'est-ce qui peut encore manquer? Les textes parlent d'un maillon manquant pour que cette belle mécanique fonctionne vraiment. C'est quoi ce maillon? Ils y reviennent sans cesse. C'est le liant ultime, le catalyseur qui fait que tout ça prend vie. C'est le respect effectif par chacun de cette fameuse reconnaissance en l'autre comme complément indispensable. On revient à ça, à l'attention respectueuse. Exactement. Sans cette posture, qui doit être intériorisée et pratiquée au quotidien, eh bien, même les meilleures stratégies, les plus belles valeurs affichées sur les murs, ça reste lettre morte. C'est le facteur humain, dans ce qu'il a de plus fondamental. Oui, Ça demande une certaine maturité quand même. Une prise de recul individuelle assez importante, non? C'est presque philosophique comme dimension. les textes vont clairement dans ce sens. Ils suggèrent que les formations managériales, ou le développement des équipes, gagneraient à intégrer une vraie réflexion sur le sens de l'humanité, sur cette différence complémentaire qui nous relie. Aider chacun à comprendre que la solution pour bien vivre ensemble, pour bien travailler ensemble, elle passe nécessairement par cette reconnaissance mutuelle. C'est ça. Ce n'est pas juste une question de bien-être pour faire joli. C'est une condition de l'efficacité collective durable. C'est un appel fort à remettre le vivant, l'humain, au centre, même et surtout dans un contexte économique. Ne pas se laisser aveugler par les critères normatifs, comme vous disiez, au détriment des critères naturels. C'est tout à fait ça. Le défi, tel qu'il est formulé, c'est de trouver une forme de stabilité dans l'instabilité qui est inhérente à la vie. De rester ouvert, attentif à ce qui fait vivre chaque individu, pour pouvoir co-construire
une humanité porteuse de la vie. C'est une ambition immense. Immense, oui. Mais qui donne une boussole éthique et pratique très forte, je trouve. Pour résumer un peu ce parcours dans ces textes, l'idée forte qui ressort, c'est que l'entreprise vraiment performante, résiliente, celle de demain, elle se construira pas seulement sur des stratégies financières ou tech, mais fondamentalement sur la qualité de son tissu relationnel. Mhm. Une qualité qui repose sur la reconnaissance sincère de la valeur de chacun, sur des valeurs communes vécues au quotidien et sur cet équilibre conscient entre l'économique, le social et l'écologique. La fameuse trinité VVV. C'est ça. L'entreprise devient alors peut-être moins un lieu où l'on gagne sa vie qu'un lieu où l'on peut vivre ses valeurs en contribuant à un projet plus grand que soi. Bien résumé. Et ça nous laisse avec une question, peut-être pour aller plus loin. Une question qui dépasse même l'entreprise. Ah oui, bien sûr. Si cette approche, centrée sur la reconnaissance de l'autre comme complément indispensable et si fondamentale pour la santé des organisations, quel potentiel ça aurait si on l'appliquait plus largement dans nos sociétés? Bonne question. Et de manière plus pragmatique, plus terre-à-terre, comment les entreprises peuvent-elles réellement intégrer et surtout mesurer ces critères naturels, vivants, la vivabilité, l'équitabilité, face aux indicateurs financiers, aux normes qui dominent encore largement? Ouais. Comment on rend ça concret, mesurable? Il n'y a pas de réponse simple, évidemment, mais c'est une invitation, je crois, à continuer d'explorer comment nous pouvons, chacun à notre niveau, être davantage porteurs de vie dans toutes nos interactions collectives.